la leçon numéro 7 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir le processeur et circuits logiques, dans laquelle nous verrons l'importance des circuits logiques pour le processeur ou même pour, disons, un ordinateur. Donc, le but de cette leçon est de voir, bien sûr, les éléments de mémoire, les registres et les bus. Donc, dans les éléments de mémoire, nous avons définir, ou plutôt voir comment une case mémoire, ou plutôt une barrette mémoire, ou un boîtier mémoire est conçu, disons les différents éléments qu'on utilise pour concevoir une mémoire. De la même chose, on va voir aussi pour un registre. Bon, c'est qu'une mémoire est beaucoup plus lente qu'un registre parce qu'une barrette mémoire, elle est connectée sur le bus, alors qu'un registre, il se trouve à l'intérieur du processeur. Il fait partie intégrante du boîtier processeur. Nous verrons aussi dans la partie bus comment le processeur, ou plutôt le mécanisme d'échange d'informations entre les unités fonctionnelles via les bus. Comment la donnée est placée sur le bus par l'émetteur et comment il est récupéré par le récepteur de cette information. Nous verrons aussi dans cette leçon le multiplexage des bus lorsqu'on a plusieurs unités fonctionnelles qui sont connectées sur le même bus, comment bien sûr l'aiguillage des informations se fait via ces bus pour ne pas se tromper d'adresse. On verra aussi la notion de compteur et les opérations arithmétiques et logiques. Donc dans les compteurs, nous verrons comment, bien sûr, le registre le plus important qui utilise ce procédé de compteur, c'est le compteur de programme. Parce que on charge dans le compteur de programme l'adresse de départ et à partir de cette adresse, il est incrémenté pour exécuter le programme. Donc il fait ce qu'on appelle un comptage des instructions qui seront exécutées. Les opérations arithmétiques et logiques, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent justement de réaliser ces unités, plutôt ces fonctions, ces opérations élémentaires grâce au circuit logique. Donc commençons par les éléments de mémoire. Donc comme ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les éléments de mémoire, disons, ils sont à base de bits. Donc l'élément binaire, de base, c'est le bit. Et le bit, bien sûr, c'est un signal qui est positionné à 1 ou à 0. Donc pour réaliser un bit, parce qu'une mémoire est composée d'un ensemble de bits, cet ensemble de bits constitue ce qu'on appelle l'octet ou le mot mémoire. Donc un bit, ou l'élément binaire de base, est composé en général d'un bit. Donc c'est en général une bascule qui nous fournit ce bit. Seulement ce bit, on doit être capable de le placer à 1, à 0 ou le complémenter. Donc si on utilise la bascule JK, que vous avez certainement vu dans le cours circuit logique, donc cette bascule JK nous permet, elle a un certain nombre d'états. Elle peut positionner à 0 la sortie, elle peut la positionner à 1, elle peut la complémenter. Et de même, on peut avoir sur un autre signal le complément de cette sortie Q. Donc ici, j'ai simulé bien sûr les trois signaux qu'on peut envoyer vers cette bascule pour pouvoir fixer notre bit ici dans la mémoire. Donc je peux le mettre à 1 avec le set, je peux le mettre à 0 avec le reset, et bien sûr, je peux le complémenter. Donc, en utilisant une bascule JK, bien sûr son horloge, les sorties, et ces trois signaux en entrée, en combinant ces portes OU en entrée J et en entrée K, je peux avoir un boîtier que j'appellerai un élément binaire de base, un bit, et les trois entrées, set, reset et clear, ou plutôt complémente. Et je peux ici avoir la sortie et la sortie complémentée. Donc ça, c'est un élément binaire. Pour réaliser un octet, ou plutôt une case mémoire, ou plutôt un mot mémoire, donc j'ai besoin de concaténer ces boîtiers que j'ai réalisés autant de fois
que de nombre de bits dont j'ai besoin pour ma mémoire. Si j'ai des mémoires avec des 7 ou plutôt 8 cases mémoire ou 8 bits, donc l'adresse est l'octet, donc ici je vais mettre 7 bascules en parallèle et bien sûr je leur applique les mêmes signaux set, reset et clear. Donc le set place un 1 dans la bascule, le reset place un 0 et le clear place et le me complémente la sortie. Donc je vais avoir ici le Q0, la sortie de chaque bascule, ou plutôt de chaque boîtier, et ici je vais avoir les bits. Donc ici j'ai le bit 0 jusqu'au bit 7, donc ici j'ai les entrées, et là j'ai mes sorties. Bon, bien entendu, si je veux agir sur les bits indépendamment, bien sûr, je ne vais pas appliquer le clear, le set et plutôt le C, le set et le reset à l'ensemble du mot, je vais l'appliquer indépendamment pour chaque mot. Un autre élément ou un autre composant me permet de réaliser la même fonction, c'est la bascule D. Elle me donne la même fonction avec beaucoup moins de signaux. Ici, j'ai le set et le clear, j'ai la sortie et la sortie complémentée. Ici, j'ai l'entrée d'horloge et l'entrée D, l'entrée de data. Donc, comment fonctionne cette bascule? Lorsque j'applique une donnée ici, elle doit rester stable suffisamment longtemps jusqu'à ce que j'envoie un clear, un top d'horloge. Donc, lorsque j'envoie un top d'horloge, un top d'horloge, c'est un signal qui pourrait être actif sur le front montant, comme il pourrait être actif sur le front descendant. Donc, en fonction de la bascule, en fonction de la logique que vous utilisez. Donc, dès que je lui applique ici le front actif adéquat, je vais retrouver dans la sortie le signal que j'ai ici. Si j'ai un 1 au top d'horloge actif, je vais retrouver un 1 ici. Si j'ai un 0, au top d'horloge, je vais retrouver un 0. Et bien sûr, lorsque je mets à 0 l'entrée 7, ça me force la sortie à 0. Lorsque je mets à 0 l'entrée clear, ça me force... Pardon. Lorsque je place ici un 0, ça me force la sortie à 1. Et lorsque je mets un clear, ça me force la sortie à 0. Donc le chronogramme de fonctionnement de la bascule D, on le schématise ici. Donc on a, si j'ai dans D un 1, au premier top d'horloge, la sortie Q va suivre l'entrée. Donc même si le D était un 1 avant et il l'est après, donc ici, le Q passe à 1 uniquement lorsque je reçois le top d'horloge. Donc il reste à 1 jusqu'à ce que je reçois un top d'horloge. Malgré que le D est passé de 1 à 0 à ce niveau-là, il est resté à 0. Donc le changement de ma sortie ne se fait que à partir du top d'horloge ici. Il restera à 1 jusqu'au prochain top d'horloge. Et au top d'horloge, il va encore suivre l'entrée D. Il va passer à 1. Là, le D n'a pas changé. Donc au prochain top d'horloge, il restera aussi à 1. Et là, malgré que D est passé à 0, la sortie Q devra attendre le top d'horloge pour pouvoir changer. Donc, lorsqu'elle a changé ici, malgré qu'il est passé à 1, vu qu'il n'y a pas de top d'horloge, elle doit attendre le prochain top d'horloge. Bon, comment réagit le signal clear et set? Bon, le signal clear, si j'ai par exemple ici la sortie Q, et j'ai le clear qui arrive ici. Disons, je mets un 0 dans l'entrée clear, automatiquement la sortie passe à 0. Donc ici, j'ai le Q qui est à 1, mais dès que je reçois le clear, il force la sortie Q à 0. Il va rester ici jusqu'au prochain top d'horloge. Donc à ce top d'horloge, la sortie Q va passer à 1. Elle va rester à 1. Là, dès que je mets
l'entrée clear à 0, même si je n'ai pas encore atteint le prochain top d'horloge, forcément elle va être ramenée à 0. Donc ici à ce top d'horloge, l'entrée D est à 0, ben, elle va ici rester à 0 jusqu'à ce top d'horloge dans lequel on a un D est égal à 1, elle va suivre à 1. Donc, c'est quoi l'utilisation de ces circuits logiques et c'est quoi l'utilité plutôt de ces circuits logiques pour le processeur? Donc, bien sûr, on verra plus tard dans le séquencement des opérations, ou plutôt l'unité de commande du processeur, l'utilité. Ici, on voit uniquement ces circuits logiques et les fonctions, ou plutôt ce dont on a besoin pour le processeur. Donc, si on veut un diviseur par 2, bien sûr, il suffit de prendre une bascule D, de l'interconnecter de cette façon. Donc, lui envoyer un 1 ici dans le set et dans le clear. Et, bien sûr, ici, renvoyer la sortie Q bar vers l'entrée D. Donc, ici, lorsqu'on a l'entrée, le Q est à 1, le Q bar est à 0. Donc, au prochain top d'horloge, puisque j'ai ici un 1 et là un 0, donc dans le D j'ai un 0, donc au top d'horloge prochain, il va changer d'état. Donc on va avoir un 1, un 0, un 1, un 0, et ainsi de suite. Et bien sûr, ça permet de réguler les périodes de notre horloge. Donc ceci est utilisé surtout lorsqu'on a des horloges, ou plutôt un signal qui permet de changer les états, qui n'est pas régulier, dans lequel on a état 1 différent de état 2, et on veut avoir des demi-périodes identiques. Et on utilise cette combinaison. Donc ici, au premier top d'horloge, la sortie restera à 1 jusqu'au prochain top d'horloge. Elle passera à 0 et ainsi de suite. Donc on va avoir un signal qui est constant pendant toute une demi-période au lieu d'avoir des impulsions un peu éparpillées comme ça. Donc ça remplace un signal impulsionnel par un signal avec une périodicité, une demi-période identique pour l'ensemble des impulsions. Une autre utilité, c'est le monostable. Donc ici, je peux avoir bien sûr ma bascule. J'ai la sortie Q, la sortie Q bar. Le signal ici que j'envoie, c'est des impulsions. Et ici, je renvoie la sortie vers l'entrée reset, moyennant un circuit RC. Et dans ce cas, le monostable va me permettre de réguler des signaux impulsionnels aussi. Il va me garder le signal suffisamment longtemps pour activer par exemple des unités fonctionnelles. Bon, l'utilité bien sûr de ces circuits, c'est que des fois on a des circuits qui ont besoin uniquement d'impulsion pour être actifs. Ben, il y en a d'autres, ou plutôt il y a des endroits où il faut maintenir un signal pendant un temps suffisamment longtemps pour permettre aux unités fonctionnelles de récupérer ces informations. Donc on utilise cette technique pour faire ce genre de fonction. Donc ici, à ce niveau-là, on rajoute un retard, ce qu'on appelle un retard, moyennant une résistance et une capacité. Et bien sûr, ce retard est calculé en fonction de la valeur qu'on mettra ici dans RC. Donc la valeur qu'on place ici dans RC nous permet de fixer le retard dont on a besoin. Donc ici le retard est calculé, la taille de ce retard est calculée en fonction des valeurs qu'on place dans RC ici. Et ça nous permettra de jouer sur la durée du signal à fixer pour le signal en position 1 par exemple ou en position inverse. Donc on a aussi les registres, donc on a vu les éléments mémoire, et là, de la même façon, on peut aussi concevoir des registres à partir de ces bistables ou ces bascules. Bien sûr, un registre, de la même façon qu'une mémoire est un ensemble de bits, la taille des registres est variable. Je peux avoir des registres de 8 bits, des registres de 16 bits ou des registres de 32 bits. On a même sur certaines machines des registres qui peuvent aller jusqu'à 64 bits, même voire plus. Donc la méthode est similaire. Ici, chaque bit, j'ai une bascule D, le bit D0, le bit Dn-1 jusqu'au bit Dn. Donc l'entrée ici de la bascule, c'est le bit 0,
et la sortie, c'est le Q0. Donc ça, c'est, on a l'entrée d'horloge, on a l'entrée ici pour pouvoir écrire dans un registre, donc on utilise les B en minuscule, de B0 jusqu'à Bn, et pour récupérer le contenu d'un registre, on les récupère sur les Q de Q0 jusqu'à Qn. Donc si je veux fixer le contenu d'un registre à 0, ou plutôt à 1, j'envoie un 0 sur le 7. Si je veux mettre à 0 un registre, j'envoie un clear. Et si je veux charger un registre, l'ensemble des bits d'un registre par le contenu d'un autre registre ou par la donnée qui est sur un bus par exemple, eh bien la donnée elle est sur de B0, sur les lignes de B0 à Bn, j'envoie un clic d'horloge, la donnée va être chargée dans la bascule et elle sera disponible ici en sortie. Donc la donnée doit être maintenue suffisamment longtemps sur l'entrée ici, sur les lignes d'entrée, et au top d'horloge, celle-ci sera chargée dans la bascule et elle sera disponible à la sortie du registre. Bon, bien sûr, pour pouvoir échanger les données entre ces unités fonctionnelles, on a besoin de bus. On a vu qu'un registre, il a une entrée et il a une sortie. Donc l'entrée sera reliée à un bus qui, bien sûr, sur ce bus, on aura d'autres unités fonctionnelles qui sont connectées. Et bien sûr, pour envoyer une donnée d'un registre vers un autre registre ou vers une case mémoire, la donnée sera disponible sur la sortie du registre. Il faut la placer dans un bus, et l'autre unité fonctionnelle pourra la récupérer. D'où l'intérêt des bus, pour pouvoir échanger les informations entre les unités fonctionnelles. Donc, je pourrais avoir une unité source qui va émettre une information et une unité destination. Et, bien sûr, l'échange de ces informations se fait via le bus. Donc, le bus, c'est l'ensemble des fils qui interconnectent les unités fonctionnelles entre elles. Donc, ici, j'ai la ligne 0 jusqu'à la ligne N. Donc, si je veux envoyer une information d'une source vers une information de destination, il faut bien que les deux aient la même taille. Je ne peux pas envoyer une information de 32 bits, par exemple, sur une destination de 8 bits ou de 16 bits. Il faut qu'ils aient la même taille, bien sûr. Donc, j'ai autant de lignes ici de communication que de bits que j'ai dans la source ou dans la destination. Bien sûr, la source, elle, va placer la donnée ici sur le bus. Le bus, ou plutôt l'unité de commande, doit envoyer un signal qui doit rester suffisamment stable le temps que la destination récupère la donnée. Donc ce signal de commande, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de basculer l'information qui est positionnée ici à la sortie de la source vers ici l'entrée de la destination. Donc si ici j'ai un 1, il va me faire passer ce que j'ai ici. Donc si j'ai un 0, je vais avoir un 0. Si j'ai un 1, je vais avoir un 1 ici. Donc le fait de placer un 1 suffisamment longtemps ici me permettra à l'unité fonctionnelle de destination de récupérer la donnée que je vais placer ici. Donc la donnée sera, sur un top d'horloge, la donnée sera placée sur l'entrée du bus. L'unité de commande va envoyer un signal à niveau qui va être placé suffisamment longtemps pour que la destination puisse le récupérer, parce qu'il fait passer le signal d'ici vers ici. Et une fois le signal est stable ici, à l'entrée de la destination, il suffit que l'unité de commande envoie un signal d'horloge vers les bascules, ou plutôt vers la destination, pour que celle-ci récupère l'information qui est branchée sur son entrée pour la placer ici, ailleurs, pour l'envoyer quelque part, ou plutôt pour la stocker. Donc ici, ma source sera connectée, ici les sorties Q sur le bus, et ici c'est les BI seront l'entrée de la destination pour qu'au top d'horloge, elle pourra récupérer la donnée ici.
Et bien entendu, bien sûr, si on a plusieurs unités fonctionnelles qui sont interconnectées sur le bus, je pourrais avoir une source d'information, donc un registre qui est composé de n bits, donc premier bit, le n-1 et le nème bit. Donc pour charger l'information dans ce registre, bien sûr, je la place dans l'entrée de la bascule, l'entrée D de la bascule ici, et j'envoie le top d'horloge. Donc elle sera chargée dans la bascule et elle sera disponible à la sortie. Donc elle sera disponible à la sortie, mais elle ne pourra passer sur le bus que lorsque le signal de commande d'activation du bus est à 1. Donc tant que ce signal est à 0, l'information qui est là restera à ce niveau-là. Elle ne pourra passer sur le bus ici que lorsque j'envoie un niveau 1, un niveau logique 1, sur la deuxième entrée de la porte logique ici. Donc lorsque j'envoie un 1 ici, ben l'entrée, la deuxième entrée va passer directement sur le bus. Donc le S0 sera la ligne 0 du bus, le Sn-1 sera la ligne n-1 et le Sn sera la ligne numéro n du bus. Et bien entendu, ce signal doit être actif suffisamment longtemps pour permettre à la destination de récupérer l'information qui sera placée sur le bus. Donc ici, lorsque je vais faire passer une information de ce registre sur le bus, si je veux par exemple faire un transfert de S du registre S vers le registre B, l'information qui est dans le registre S, au moment où j'active l'accès au bus ici par cette commande, sera placée sur le bus, elle va y rester, et juste après, bien sûr, l'unité de commande va activer ici l'entrée, ou plutôt les entrées d'horloge du registre B pour récupérer l'information que j'ai sur le bus. Donc dès que j'envoie le top d'horloge vers l'ensemble des bascules du registre destination, ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc la ligne 0 qui est en entrée de D0 ici se retrouvera à l'intérieur, donc on peut la récupérer ici. La ligne N-1 qui comprend l'information qui était dans Sn-1 va passer dans Bn-1 et l'information qui était dans S0 va passer dans Bn. Et avec un seul top d'horloge, ça nous permet de transférer, de récupérer l'information qui était dans le registre S dans le registre B. De même, si par exemple je veux faire un transfert entre le registre S et le registre A, qu'est-ce qui va se passer? Le placement de l'information se passera de la même façon. De S0 à Sn seront ici placés sur l'entrée de ces différentes bascules, plutôt sur ces circuits, et au placement du signal de commande ici, donc il sera sur le bus, et il suffit d'activer ici l'entrée, ou plutôt l'entrée d'horloge du registre A pour récupérer l'information. Donc l'accès au bus est exclusif, mais pour récupérer l'information, je peux la récupérer par plusieurs unités destination. Disons, ici pour placer l'information sur le bus, je ne peux pas avoir plusieurs unités fonctionnelles qui placent la donnée en même temps. Il va y avoir un conflit, il va y avoir des informations qui seront perturbées au niveau du bus. Donc, une seule unité fonctionnelle a le droit d'accéder au bus, de placer l'information sur le bus, mais je peux faire un transfert multiple. Si je veux par exemple envoyer la donnée qui est dans S0 vers A et B en même temps, ben, je peux la placer sur le bus et envoyer le top d'horloge directement à A et à B en même temps. Et la donnée sera transférée à A et à B en même temps. Je peux l'envoyer vers même plusieurs registres. Par contre, je ne peux pas placer la donnée qui est dans plusieurs registres en même temps sur un bus. Ça, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, dans chaque machine, on a ce qu'on appelle un arbitre d'accès au bus. L'arbitre d'accès au bus permet de gérer ou de contrôler l'accès à ce bus.
Donc, bien sûr, on a vu que pour accéder à ce bus, on ne peut autoriser qu'à une seule unité l'accès au bus. Par contre, on peut envoyer l'information vers plusieurs bus. C'est la raison pour laquelle on utilise ce qu'on appelle des multiplexeurs et des multiplexeurs de bus. Donc, lorsque, bien sûr, le nombre d'unités interconnectées est important, bien sûr, je peux avoir une source d'information, un émetteur, et plusieurs récepteurs. Bon, et ici, bien sûr, je mets un arbitre d'accès au bus et je peux diffuser l'information ou alors vers A ou vers B, comme je peux l'envoyer en même temps vers plusieurs destinations. Donc le multiplexage des bus se fait bien sûr par des circuits qui existent déjà, comme le SN74F151B. Donc ici, je peux multiplexer une ligne, c'est-à-dire j'ai 8 entrées ici, de D0 jusqu'à D7, et j'ai ici un sélecteur qui me permet d'envoyer l'information, une parmi 8, sur la sortie Y ou sur W. Donc Y, je reçois l'information qui est sur l'entrée, et W, j'ai le complément de cette information, donc comme ce qui est stipulé ici sur la table de vérité. Donc, et le A, B, C me permet de sélectionner une entrée parmi les 8. Donc si j'ai par exemple ici A, B, C, j'ai 0, 0, 0, eh bien j'ai en sortie Y, j'ai des 0. Si j'ai 0 dans A, B, C, j'ai 0, 0, 1, eh bien je vais avoir le D1. C'est le D1 qui sera ici. Si j'ai dans ABC 0, 1, 0, ben c'est D2, et ainsi de suite jusqu'à D7. Donc je reçois une ligne parmi les 8. Bon, bien sûr, si j'ai un bus de 8 bits, ben, il me faut 8 sélecteurs comme ça. 8 multiplexeurs. Donc je prends, j'ai D0 que je place sur le premier, j'ai D1 que je le mets sur le deuxième, sur le troisième je mets D2, et ainsi de suite. Donc j'utilise 8, et une ligne de chaque bus, je la mets sur l'entrée de D0. Donc D0 de chaque multiplexeur sera récupéré à partir du premier bus, D1 à partir du deuxième bus, et ainsi de suite. Et je règle mon circuit pour avoir un multiplexage d'un bus de 8 bits. Je peux faire aussi du multiplexage comme je peux faire du démultiplexage. Donc ici, j'ai aussi un autre exemple. J'ai un multiplexeur qui peut multiplexer 2 bus, chacun avec 4 entrées. 4 lignes plutôt. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Et en sortie, bien sûr, j'ai un bus de 4 bits. Donc lorsque j'ai 0, 0, bien sûr, ici dans AB, ça me permet de prendre le 1A, 2A, 3A, 4A, ici en Y1, Y2, Y3 ou Y4, ou alors ça me prend le 1B, le 2B, le 3B et le 4B. Donc ça me prend l'un ou l'autre, 4 bits du premier bus ou les 4 bits du deuxième bus. Un autre élément aussi important, c'est le compteur. Vu que la notion de comptage est très importante, puisque le processeur a une horloge, cette horloge, l'ensemble des opérations à l'intérieur d'un processeur sont chronométrées par un compteur. Donc, pour exécuter les instructions, par exemple, ben, le processeur, bien sûr, exécute les instructions les unes après les autres en comptant le nombre d'instructions. Donc, on place dans le compteur l'adresse de la première instruction, et chaque fois qu'une instruction est terminée, il s'incrémente pour passer à l'exécution de l'instruction qui suit. Donc les compteurs sont utilisés bien sûr dans le compteur de programme. Bon, bien sûr le compteur binaire classique que vous avez certainement vu dans le cours des circuits logiques. Donc il a 4 sorties, QA, QB, QC, QD. Bien sûr je peux avoir un compteur avec un nombre de bits plus important. Et l'idée est, après chaque top d'horloge, je veux avoir un chiffre en binaire ici qui va être incrémenté au fur et à mesure chaque fois que je reçois un top d'horloge. Donc je commence par un 0. Au premier top d'horloge, il passe à 0, 0, 0, 1. Donc ici, j'ai sur QD 0, QC 0, QB 0, QA 1. Au prochain top d'horloge, il va passer
à 0, 0, 1, 0, donc 0, 0, 1, 0. Au troisième top d'horloge, il va passer au 0, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Donc il me fait, on voit bien qu'il me fait ce qu'on appelle un comptage. Donc ici 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il compte jusqu'au nombre de bits. Bon, bien sûr, si j'ai par exemple un compteur de 32 bits, par exemple, je peux arriver jusqu'à 4 gigas. Et bien sûr, ce compteur, il existe. Bon, ça, c'est la documentation que j'ai récupérée du fabricant Texas Instruments, donc, dans lequel on a le SN74F161A qui permet, bien sûr, de faire ce comptage. Je peux, bien sûr, faire le comptage, inhiber le comptage, et je peux ici commencer le comptage. Je peux faire un comptage en fonction, bien sûr, de la valeur que j'ai ici. Comme je peux l'inhiber, lorsque j'ai ici le signal d'inhibition, ben, le compteur ne compte plus. Donc il ne peut compter que lorsque il est actif à ce niveau-là. Bon, bien sûr, ici, je peux fixer les valeurs de A, B, C et D. Je peux démarrer mon comptage à partir d'une valeur que je charge, comme je peux faire un clear, disons, je fais un reset. Je le mets à 0 et je commence mon comptage. Donc, bien sûr, aussi pour pouvoir faire des opérations arithmétiques et logiques dans le processeur, on a besoin d'un certain nombre d'éléments ou de composants de circuits logiques qui nous permettent justement de faire ces fonctions d'opérations arithmétiques et logiques. Bon, l'opération la plus importante dans les opérations arithmétiques et logiques, bon, bien sûr, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, division, qu'on verra plus tard, et il y a la notion aussi de décalage. Donc la notion de décalage est très importante dans la mesure, comme ce qu'on a dit dans la leçon numéro 6, qu'on peut en déduire pas mal d'opérations à partir du décalage. Par exemple, dans un processeur, on n'a pas besoin de concevoir une fonction de multiplication et de division. Avec une fonction d'addition et de décalage, on peut avoir la multiplication, l'addition et le décalage à gauche. Avec l'addition et le complément, la complémentation, on peut avoir la soustraction. Avec la comparaison et la soustraction, on peut aussi avoir la division. Donc ici, dans le registre à décalage, l'idée est bien sûr, si j'ai par exemple un registre de 4 bits, à partir d'une entrée que je vais lui envoyer, une entrée série, je veux être capable de pouvoir décaler cette valeur sur l'ensemble ici des sorties que j'ai. Donc, prenons un exemple où j'ai une entrée série, que je vais placer un 1 ici par exemple. Au premier top d'horloge, je vais avoir cette entrée série vers la sortie Q1. Au prochain top d'horloge, bien sûr, ce signal va se propager vers les sorties jusqu'à ce qu'il atteigne le QD. Donc au deuxième top d'horloge, il va passer de QA vers QB. Au troisième top d'horloge, il va passer de QB vers QC. Et au quatrième top d'horloge, il va passer de QC vers QD. Au cinquième top d'horloge, il va se perdre puisqu'il n'y a plus rien derrière pour le récupérer. Donc ici, justement pour pouvoir réaliser un compteur, ou plutôt un registre à décalage à partir des bascules qu'on a vues jusqu'à présent, je peux prendre des bascules D que je vais placer avec le schéma que vous avez sur l'écran. En entrée, je place ici l'entrée série sur la première entrée de la bascule que j'ai ici en entrée. La sortie de la première bascule sera sur l'entrée de la deuxième, la troisième sur l'entrée de la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteins la sortie de la dernière bascule, et je l'envoie vers la sortie série. Et bien sûr, au premier top d'horloge, ES, bon bien sûr si j'ai que des zéros ici, ES va passer ici,
Bon, si j'avais 0 ici, il va passer ici, le 0 va passer ici, le 0 là va passer ici. Au deuxième top d'horloge, bon, si j'ai ES à 0 après, donc je vais avoir un 1 ici, il va passer ici. Au troisième top d'horloge, le signal qui était là va passer ici. Et au quatrième top d'horloge, le 1 qui sera là va passer ici. Pour faire un décalage, bien sûr à droite avec une valeur qu'on doit charger dans le registre à décalage, donc on peut combiner, bien sûr, en utilisant des portes de cette façon, en les entrant sur l'entrée site et l'entrée clear, je peux prendre une valeur que je vais mettre ici, sur les entrées A, B, C et D, que je vais charger dans les bascules pour pouvoir commencer par exemple le décalage à partir de cette valeur. Parce que je peux décaler à partir de l'entrée série, le signal que je vais sortir ici, comme je peux prendre ici une valeur que je vais fixer, que je vais placer dans chaque bit, puisque ça c'est les bits de mon registre que je vais décaler. Donc chaque bascule correspond à un bit de la bascule. Et je peux les forcer avec des valeurs ici, que je place sur les entrées A, B, C et D, et je commence mon décalage. Et dans ce cas, c'est la valeur elle-même qui sera décalée en totalité vers la sortie. Bien sûr, je peux aussi faire un décalage à gauche. Je peux le faire à partir d'une entrée série, comme je peux le faire à partir d'une valeur que je vais entrer ici, que je vais forcer au niveau des entrées A, B, C et D, à partir de laquelle je vais faire le décalage à gauche. Donc le décalage à gauche se fait dans le sens inverse. Donc la donnée elle est entrée ici, ou alors elle est envoyée à partir de A, B, C et D, et elle doit passer de l'entrée série ici vers la sortie série. Donc elle va passer de là, dans ce cas j'inverse les sélecteurs. Donc pour le décalage à droite, le sélecteur était en haut, maintenant les sélecteurs sont en bas. Ici, je les place en bas, et je renvoie la sortie vers l'entrée de la première bascule. Après, j'envoie la sortie de la première vers l'entrée de la deuxième. Comme ça, au premier top d'horloge, celle-ci va se retrouver là. Au deuxième top d'horloge, la sortie ici va se retrouver dans l'entrée de la deuxième bascule. Au troisième top d'horloge, la sortie de la deuxième bascule se retrouve à l'entrée de la troisième bascule. Au quatrième top d'horloge, la sortie de la troisième bascule se retrouve dans l'entrée de la quatrième bascule. Et au dernier top d'horloge, la sortie de la quatrième bascule sera dans la sortie série. Et dans ce cas, ça me permet de faire le décalage dans l'autre sens. Donc avec ce schéma, je peux faire, en jouant sur ce sélecteur, le décalage à droite lorsque le sélecteur est en haut, comme je peux faire le décalage à gauche lorsque le sélecteur est en bas. Donc le circuit 74 LS194A me permet de faire cette fonction. Donc j'ai l'entrée clear qui me permet de forcer les 4 bits du registre à 0. Donc c'est un registre à 4 bits. Donc ici l'entrée pour forcer les données, pour placer la donnée à décaler. Et ici c'est la sortie. Le clear pour le mettre à 0. Ça c'est l'entrée de décalage à gauche. Ça c'est l'entrée de décalage à droite. Et ça c'est le sélecteur. Donc si j'ai 0, 0 par exemple, c'est le décalage à droite. Ça me permet de fixer décalage à droite, décalage à gauche, chargement et inhibition du registre. Et l'horloge pour orchestrer, bien sûr, le décalage à droite ou à gauche qui me permet d'envoyer les tops d'horloge pour faire mes incrémentations. Il y a un signal, plutôt un circuit qui permet de faire ça. Comme ce qu'on a dit, c'est le 74 LS194. Donc le sélecteur, lorsque j'ai 0, 0, c'est Halt. Donc il inhibe mon registre à décalage. Lorsque j'ai un 0, 1, c'est le décalage à droite. Donc l'entrée R passe dans QA. QA passe dans QB. QB passe dans QC. QC passe dans QD. Lorsque j'ai un 0, c'est décalage à gauche. C'est plutôt le L qui sera placé dans le QD. Le QD sera dans QC. Au deuxième top d'horloge. Troisième top d'horloge, QC passera dans QB. Au quatrième top d'horloge, QB passera dans QA. Lorsque j'ai un 1, ça me permet de faire un chargement en parallèle. Donc ce que j'ai dans A, B, C, D sera chargé dans QA, QB, QC et QD. Donc à partir
de ce registre à décalage. Donc ça, c'est le schéma du registre du fabricant Texas Instruments. Donc on voit bien ici les entrées de contrôle, S0, S1. L'entrée R pour décalage à droite, l'entrée L pour décalage à gauche, A, B, C et D pour chargement parallèle, et les sorties QA, QB, QC et QD qui me permettent de faire le décalage à droite, le décalage à gauche, l'inhibition et le chargement parallèle, en fonction bien sûr des entrées que j'ai dans S0 et S1. Donc lorsque j'ai un 1, c'est un chargement en parallèle. Donc au premier top d'horloge, après, lorsque j'ai un 1, je vais charger en parallèle ce que j'ai dans A, B, C et D, dans QA, QB, QC, QD, et il va commencer à compter ici lorsque j'ai 1, 0 dans S0, S1. Donc ici, il va faire le compta, le décalage à droite. Après, S0, S1 change de valeur, donc j'ai 1, 0, 1 ici, donc c'est une inhibition, plutôt décalage à gauche. Donc on voit que le signal remonte dans l'autre sens. Et l'inhibition, lorsque j'ai ici un 0, 0, c'est une inhibition, même après les tops d'horloge, même lorsque je mets des valeurs ici, je n'ai plus rien ici. Bon, bien sûr, ici, avec ce registre à décalage, je pourrais, si j'ai par exemple un nombre important d'informations, ou plutôt des registres avec des tailles plus importantes, je pourrais combiner ces registres pour faire un décalage sur des informations de taille plus importante. Donc on a vu que le registre à décalage dispose d'un clear, une entrée pour décalage à gauche, une entrée pour décalage à droite, l'horloge et les 4 signaux de sortie. Ça, c'est les 4 signaux d'entrée pour faire un chargement parallèle. Mais il suffit de les mettre en cascade pour pouvoir avoir un registre de 8 bits par exemple. Donc je mets la sortie ici du premier registre vers l'entrée ici de décalage à gauche du deuxième registre, et le Q0 du deuxième registre vers l'entrée de décalage à droite. Et ça me permet d'avoir un registre de 8 bits. Bien sûr, il faut qu'on ait interconnecté S0 en parallèle des deux registres, S1 en parallèle des deux registres, l'horloge des deux registres, bien sûr ici, et le clear des deux registres en parallèle. Et ça me permet d'avoir un registre de 8 bits. Donc de Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 et Q7. Ainsi se termine notre 7e leçon. Pour toute information ou complément d'information ou exercice, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Je serai à votre disposition et merci.